vers une offre modulaire, souple et de proximité, recours à l'offre et accessibilité, transport, reste à charge, notification, logique de parcours et priorisation des admissions. Nous avons l'honneur de recevoir 3 intervenantes de qualité. Donc Émilie Fauchier-Magnan, qui est inspectrice des affaires sociales à l'Inspection générale des affaires sociales et qui va nous présenter le rapport Soutenir les aidants en levant les freins au développement des solutions de répit dans un premier temps. Puis Diane Genet, chargée de mission innovation et transformation de l'offre médico-sociale personnes âgées à la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale, ainsi qu'Oriane Moussion, qui est chargée de mission au sein du bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie des personnes handicapées, également à la DGCS, qui vont toutes les deux nous présenter à la fois le bilan de la stratégie, de la précédente stratégie Agir pour les aidants, et à la fois la nouvelle stratégie Agir pour les aidants. Donc, je laisse la parole à Émilie Fauchier-Magnan. Merci. Donc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous parler d'un rapport que j'ai coécrit avec 2 collègues, Bertrand Fenol et Olivier Toche, donc, que nous avons rendu déjà il y a 1 an. Donc, ça date un petit peu, mais je pense que les constats et les recommandations sont encore largement d'actualité. Donc c'est un rapport qui est intitulé « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit ». Donc pour vous dire un petit peu de mots donc, sur cette mission de l'Inspection générale des affaires sociales, donc nous travaillons sur saisine des ministres. Donc à l'époque, c'était Sophie Cluzel au côté handicap et Brigitte Bourguignon côté autonomie qui nous avait saisis. Avec pour leur demande, c'était à la fois une demande un petit peu juridique, et donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de points qui sont assez techniques dans nos travaux, donc je vais essayer d'être le moins technique possible, d'autant que comme on est après le déjeuner, je sais qu'il faut que je vous maintienne éveillé. Mais il y avait quand même une demande de faire un état des lieux du cadre juridique et financier des solutions de répit. Et puis une demande un peu plus stratégique qui était d'alimenter la concertation pour la future stratégie de soutien aux aidants. Donc cette stratégie qui a été annoncée et vous va être présentée par Diane et Oriane juste après. Donc nous avons travaillé sur un périmètre vaste puisqu'on nous a demandé de regarder les solutions de répit à la fois pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais également les aidants de personnes malades. Donc j'en parlerai moins aujourd'hui, mais c'est également il y a également des développements sur ce sujet. Et puis, donc, dans le champ qu'on a retenu dans le périmètre des solutions de répit, parce qu'en soi, c'est un débat, donc on s'est intéressé aux plateformes d'accompagnement et de répit, donc comme porte d'entrée vers les solutions de répit. Ça nous a semblé être des lieux incontournables de ce point de vue. À toutes les solutions de répit en établissement, mais aussi au répit à domicile, et puis les séjours de vacances répit. Donc, je dirai un mot sur successivement nos constats et nos recommandations sur chacun de ces champs. Donc, je ne vais pas vous détailler de manière très approfondie la façon dont on a travaillé, mais peut-être juste vous rappeler qu'à la fois on a un travail documentaire, on mène tout un tas d'entretiens au niveau national, donc y compris avec les acteurs associatifs du secteur, mais on se déplace également, donc on a été dans 4 régions. Et puis nous avons veillé à, autant que possible, entendre des aidants, et donc on a entendu des panels d'aidants au niveau national et local. Et puis on s'est également appuyé sur les nombreuses enquêtes qui avaient été réalisées, notamment par les conseils départementaux, auprès d'aidants. Donc, je vais d'abord vous rappeler rapidement quelques enjeux sur les aidants, et puis après je vous détaillerai pour chacun des champs que j'ai évoqués nos principaux constats et nos recommandations. Donc, je pense que là je vous apprends rien, mais peut-être vous rappeler ça c'est les données de l'adresse du ministère. Il y a 9,3 millions de proches aidants, donc c'est des données qui ont été publiées en début 2023. Mais que derrière le terme d'aidant, il y a des réalités très 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 variées, et donc là on a un petit détail finalement un peu les grandes natures d'aides qui sont apportées. Donc le plus important, c'est 6,4 millions d'aidants qui apportent un soutien moral, 5,7 millions d'aidants apportent une aide à la vie quotidienne, et puis 1,3 million d'aidants apportent une aide financière. Donc ce qu'il faut retenir aussi, mais ça je pense non plus que je vous apprendrai rien, c'est que le rôle d'aidant va s'accroître du fait des évolutions à la fois démographiques et sociétales. Donc les évolutions démographiques, c'est le vieillissement de la population. Et les évolutions sociétales, donc c'est la priorité du maintien à domicile.
côté des personnes âgées, même si j'ai entendu ce matin que voilà, le concept était débattu. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui souhaitent le maintien à domicile. Là aussi, la politique d'inclusion côté personnes en situation de handicap. Et puis du côté du système de santé également, il y a une volonté d'être aussi davantage à domicile. Donc du fait de toutes ces évolutions, voilà, on sait que ça va induire à la fois un nombre d'aidants et une charge pour les aidants qui aura tendance à s'accroître. Ce qu'on sait aussi, et des études qui le montrent, c'est qu'il y a pour les aidants le risque de conséquences négatives en matière de santé, de vie sociale et de vie professionnelle. Vous avez une statistique issue d'une étude de la Fondation France Répit qui montre que 15% des aidants se déclaraient extrêmement fatigués en 2017 et 8% avaient extrêmement besoin de répit. Et au-delà de ces chiffres, voilà, des études montrent aussi qu'il y a certaines situations qui sont plus à risque pour les aidants. Le fait de cohabiter, c'est une de ces situations. Le fait d'être le parent de la personne aidée. Le fait que la personne aidée ait des troubles du comportement. Et puis le fait que l'aidant ait à se lever la nuit. Ça fait partie des facteurs de risque. Ça va pouvoir aider aussi à cibler justement les aidants les plus à risque pour leur apporter une solution de répit. Donc, je vous disais qu'on s'était attaché dans le cadre de nos travaux à essayer de rencontrer des aidants et à s'interroger sur leurs attentes. Donc, déjà, la première chose peut-être qui nous a été exprimée, c'est que le répit, ce n'est pas la première demande des aidants. Ce qu'ils demandent en priorité, c'est qu'il y ait un accompagnement adapté pour leurs proches. Que ce soit un accompagnement sanitaire, médico-social et social. La deuxième demande, c'est de pouvoir se repérer dans tout ce paysage administratif. Donc j'ai un schéma qui montre un petit peu. Donc ça, c'est pour les personnes âgées, mais on pourrait faire le même schéma côté personnes en situation de handicap. C'est un schéma qui montre un petit peu tous les interlocuteurs potentiels des aidants, enfin des personnes aidées et des aidants du coup. Mais ça illustre bien la complexité de notre système. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est qu'il existait énormément de choses pour les aidants, mais très souvent, la demande, c'était comment est-ce que je me repère, que je comprends l'écosystème et savoir à qui m'adresser et comment le demander. Troisième demande, c'est aussi les plateformes d'accompagnement et de répit qui nous ont transmis aussi quelles étaient les attentes des aidants. Et donc, c'était notamment toutes les demandes d'appui dans leur démarche administrative, donc, puisque des démarches compliquées, des demandes de soutien psychologique, de formation, donc telles que les formations qui sont réalisées par les associations. Donc ce matin, on avait des témoignages d'UNAFAM ou France Alzheimer qui font partie des associations qui proposent des formations pour les aidants. Donc voilà, la première demande n'est pas forcément celle du répit, mais pour autant, il y a le besoin de temps de répit pour un certain nombre d'aidants. Et donc, on a retenu une terminologie la plus positive possible du répit, donc au sens d'un relais pour souffler et s'occuper de soi, avoir du temps pour soi. Et donc, parmi l'offre de répit, là aussi, si on essaie de s'interroger sur ce que souhaitent les aidants, ce qui nous a été relayé, c'est d'abord le souhait de développer une offre de répit à domicile, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui existent. C'est dans ces situations-là, souvent, où les aidants sont les plus sollicités. Mais pour autant, il y a aussi la volonté d'avoir un libre choix, donc d'avoir accès à un large choix de solutions de répit. Donc, les solutions de répit en établissement peuvent être aussi plébiscitées par certains, en particulier dans certaines institutions d'urgence ou quand la dépendance ou l'autonomie est faible. Donc voilà, cette notion à la fois de développer le répit à domicile, la notion de libre choix, donc avoir une palette de solutions de répit. Et puis, troisième idée, c'est le désir de pouvoir partir en vacances, donc le souhait de développer des séjours de vacances répit. Et ça, de préférence en milieu ordinaire. Donc là aussi, on a quand même la notion de libre choix, mais ce qui est le plus demandé, c'est les possibilités de partir en milieu ordinaire. Donc ensuite, je vais vous présenter un petit peu pour les 4 solutions de répit que j'avais évoquées, nos principaux constats et nos recommandations donc pour la future stratégie qui vous sera présentée ensuite.
Donc, je vais d'abord vous parler des plateformes d'accompagnement et de répit. Donc, je sais qu'il y en a dans la salle, de ce que j'ai entendu ce matin. Donc, voilà, ce qui nous est apparu, nous, c'est que voilà, les plateformes d'accompagnement et de répit étaient vraiment essentielles pour l'orientation des aidants. Mais voilà, leur défaut majeur, c'était le défaut d'articulation avec les politiques des départements, qui pourtant avaient des politiques pour les personnes aidées concernées, que ce soit sur le champ des personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Donc, on a constaté que les plateformes d'accompagnement et de répit avaient été déployées de manière volontariste par les agences régionales de santé dans le cadre donc, de la précédente stratégie Agir pour les aidants. Donc, en 2022, il y avait 250 plateformes d'accompagnement et de répit et avec un maillage territorial inégal. Et puis des modèles très différents puisque certaines plateformes donc renvoyaient vers d'autres partenaires pour l'offre de répit, mais d'autres avaient elles-mêmes des services en propre, donc ça peut être des services d'accompagnement psychologique, mais aussi ça pouvait aller jusqu'à des services de relayage donc proposés par les plateformes d'accompagnement et de répit. Donc historiquement, ces plateformes d'accompagnement et de répit ont été développées sur le champ pour les personnes âgées, puisqu'elles sont issues du plan Alzheimer. Mais elles se développent progressivement, mais quand on a travaillé, nous, c'était encore émergent pour les aidants des personnes en situation de handicap. Et puis pour les aidants de personnes malades, donc en priori, ils étaient censés aussi les couvrir, c'était encore inexistant quand on a travaillé. Donc les limites des PFR telles qu'on les a rencontrées, c'est que l'articulation avec les services du département était assez inégale, encore une fois, selon les départements, mais encore trop limitée. Et on a vu des endroits où les départements avaient eux-mêmes développé des maisons des aidants qui pouvaient être un peu concurrentielles, en tout cas où l'articulation n'était pas claire avec les plateformes d'accompagnement et de répit. Voilà. Après, on a aussi un sujet juridique sur les plateformes d'accompagnement et de répit qui devait forcément être adossé à des établissements médico-sociaux, ce qui nous semblait aussi un peu restrictif. Donc, du coup, nos propositions, c'était de conforter les plateformes d'accompagnement et de répit pour qu'elles soient mieux identifiées. Donc, voilà, de mieux les reconnaître juridiquement, de renforcer le maillage territorial donc, des plateformes, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, et également d'en faire une réalité pour les aidants de personnes malades, en commençant par les maladies chroniques invalidantes. On a également recommandé donc, de mieux définir le schéma socle d'activité des plateformes donc, pour qu'il y ait une plus grande homogénéité des services sur le territoire. Et il nous semblait que l'acronyme plateforme d'accompagnement et de répit, PFR, n'était pas forcément très parlant. Et donc voilà, on a proposé d'avoir une appellation un peu plus parlante, justement. Donc voilà, on proposait Maison des aidants, mais ça pourrait être une autre appellation. Mais l'idée, c'est qu'elle soit mieux identifiée par les aidants. Et puis on a fait des recommandations donc, pour améliorer l'articulation avec les départements. Donc, je précise qu'il y a beaucoup d'informations, mais que voilà, les slides seront disponibles après en ligne pour ceux qui le souhaitent. Donc ensuite, sur la suppléance à domicile, donc je disais que c'était la demande première des aidants, et le principal obstacle, c'est celui du financement. Donc là, on a fait un bilan un peu plus contrasté du développement de l'offre de suppléance à domicile sur la période de la précédente stratégie gouvernementale Agir pour les aidants. Donc, ce qui avait été principalement promu, c'était une expérimentation des dérogations au droit du travail dans le cadre de la loi ESSOC pour permettre le relayage de très longue durée. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, l'offre qui avait été développée dans ce cadre était quantitativement assez modeste, donc principalement pour des questions de manque de financement. Mais que pour autant, et ça nous a surpris, on a constaté qu'il y avait beaucoup de formes de suppléance à domicile qui s'étaient développées. Alors, souvent, c'est à des échelles assez expérimentales, ce n'est pas forcément des échelles très, très fortes, mais il existait quand même beaucoup d'initiatives en matière de relayage à domicile, donc plus particulièrement pour les aidants de personnes âgées, qui avaient été développées sans besoin de ce cadre juridique particulier, donc pour des formes, du coup, des relayages de plus courte durée. Et donc notamment avec le soutien de certains acteurs comme les complémentaires retraite ou encore, je pense au dispositif Bulder de la mutualité sociale agricole. Et il y avait également une offre, mais beaucoup plus embryonnaire, pour les aidants de personnes âgées, donc notamment via les caisses d'allocation familiale, donc ça c'est sous condition de ressources, qui s'étaient développées. Pour autant, il y a quand même encore beaucoup de freins au développement de ce type de solutions, alors qu'elles sont souhaitées.
du côté de la demande, donc du côté des aidants, le frein il est principalement financier parce qu'il existe des aides, donc j'ai évoqué par exemple les complémentaires, mais encore faut-il le savoir. Et puis voilà, donc c'est méconnu, mais c'est aussi complexe à mobiliser. Et puis même avec des aides, il peut rester un reste à charge qui peut être élevé. Et du côté donc, de l'offre, il n'existe pas forcément d'offre de relayage parce que c'est un secteur, vous le savez bien sûr, qui a des difficultés de recrutement importantes, mais c'est aussi un modèle juridique et économique qui n'existe pas encore réellement, le relayage, donc il y a encore quelque chose à construire pour qu'il existe une offre. Donc, nos recommandations sur ce champ du répit à domicile, quelles étaient-elles? Alors, d'abord, concernant le relayage de longue durée. Donc là, j'ai essayé de ne pas trop être technique, mais nous, on s'est interrogé sur la compatibilité de la dérogation. Alors, en tant que dérogation au droit du travail, je pense en tant qu'expérimentation, il nous a semblé que ça allait. Mais si on voulait généraliser un tel dispositif, la compatibilité du dispositif avec le droit européen nous a un petit peu interrogés. Donc voilà, on proposait de creuser ce point. Il nous semble par ailleurs que, alors là c'est un petit peu technique, mais qu'il y a d'autres types de dispositifs qui permettraient en tout cas de réduire le coût du relayage de longue durée, avec notamment les régimes d'équivalence. Donc ça c'est une piste qu'on incite à poursuivre, même si ça dépend des partenaires sociaux, puisqu'il s'agit d'une négociation de branche, mais il semblerait que ce serait un levier intéressant à mobiliser pour réduire le coût du relayage de longue durée. Et enfin, donc nous, ce qu'on préconise, c'est que ce dispositif qui déroge quand même à quasiment toutes les normes du droit du travail, il nous semble qu'il ne pourra pas être généralisé à un très large cadre, du fait justement que les partenaires sociaux vont avoir du mal à accepter de telles dérogations de manière substantielle. Donc nous semblait qu'il fallait vraiment qu'il soit ciblé sur les situations qui nécessitent un relayage long avec le même intervenant. Donc notamment les personnes avec des maladies neurodégénératives ou des personnes qui ont des troubles autistiques, par exemple, qui peuvent être susceptibles de vraiment déstabiliser s'il n'y a plus d'un intervenant. Mais que pour les autres situations, il nous semblait quand même plus pertinent d'aller vers un relayage où il y a plusieurs intervenants qui interviennent auprès de la même personne, donc comme ça a été décrit ce matin. Et donc en revanche, on préconisait aussi de développer les autres formes de relayage. Il nous semblait que les plateformes d'accompagnement et de répit gagnaient à avoir une offre de suppléance de très courte durée qui soit mobilisable très facilement, donc pour les situations d'urgence ou pour que les aidants puissent assister à toute l'offre de services des plateformes, aide psychologique, tout ce qui est fait, café des aidants, j'entendais ce matin. Et donc cette offre qui soit très facile à mobiliser et très peu coûteuse, ou s'ils ont besoin d'aller chez le médecin aussi, c'est un exemple qui nous a été donné plusieurs fois. Donc voilà, que les plateformes d'accompagnement répit aient une offre pour le très courte durée, moins de 4 heures, qu'ensuite sur l'offre intermédiaire, on va dire 4 heures à 48 heures, il nous semble que les services d'accompagnement, d'aide et d'accompagnement à domicile avaient un rôle assez naturel à jouer. Donc ça pouvait être inscrit dans leur mission. Et puis que la stratégie à agir pour les aidants avait à vocation à faire en sorte qu'il y ait une offre qui se déploie sur l'ensemble du territoire. Et sur les questions de financement, je reviendrai tout à l'heure. Sur l'accueil temporaire, et donc là je sais que ça recoupe pas mal des points qui ont été présentés ce matin par l'étude du CREAI. On a fait le constat que l'offre n'était pas toujours adaptée aux attentes des publics, avec des constats un petit peu différents selon le champ selon lequel on se place. Donc pour les personnes âgées, on a constaté, donc, comme en Nouvelle-Aquitaine, que l'offre était relativement sous-utilisée, mais que pour autant, certaines demandes ne pouvaient ne pas être satisfaites. Donc ce matin, on a entendu le cas des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Effectivement, ce type de pathologie peut être... Il n'y a pas forcément de réponse en établissement. C'est aussi le cas des accueils en urgence ou de l'accueil pour la nuit, pour lesquels il n'y a pas toujours d'offres. Et puis, donc, ça, c'est le côté de l'offre. Côté de la demande, mais là, il y a un frein psychologique. Les personnes les aidants ont du mal à confier leurs proches en EHPAD, avec une image assez négative de l'EHPAD qui a été en plus renforcée par la crise sanitaire. Un frein financier aussi, puisque le reste à charge peut être élevé, et puis un frein du transport. Sur le champ du handicap et des maladies chroniques, c'est un petit peu différent, donc il y a moins ce côté de sous-utilisation de l'offre, il y a plutôt un enjeu d'accès à l'offre qui peut être difficile, et une offre qui, sur certains segments,
n'est pas suffisante. Et puis un frein qui est réglementaire, puisque là, pour accéder à l'accueil temporaire du côté des établissements pour personnes en situation de handicap, il faut une notification, et donc qui, selon les MDPH, est plus ou moins difficile à obtenir. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur les deux champs, c'est qu'il y a un sujet de modèle économique, puisque pour les établissements, c'est plus coûteux de faire de l'accueil temporaire, de l'hébergement temporaire. Parce qu'il faut accueillir, il y a un temps d'accueil qui est important à chaque fois, par exemple. Donc il y a plus de transmission entre les professionnels. Donc ce modèle économique doit être conforté pour que l'offre se développe. Et puis de manière générale, donc voilà, il y a assez peu de places, enfin ça mes collègues développeront, relativement peu de places qui ont été créées durant la précédente stratégie. Donc voilà, nos recommandations, elles sont un petit peu techniques, mais voilà, il y a l'idée de faciliter justement la notification sur le champ du handicap pour que l'accès à l'accueil temporaire en établissement soit plus aisé. En particulier en cas d'urgence, il nous semble qu'il faut supprimer la demande de notification en cas d'urgence. Il y a un enjeu de développement et d'adaptation de l'offre, donc ça c'est plutôt côté ARS et également côté département qu'il faut piloter l'adaptation de l'offre. J'ai évoqué la question du modèle économique, donc là on préconisait de faire une étude de coûts pour objectiver justement les surcoûts et mieux du coup financer l'hébergement permanent ou l'accueil de jour. Et puis donc il y a un sujet spécifique, ça c'est donc côté handicap, sur l'accueil pendant le week-end et les vacances scolaires, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'établissements qui restent fermés pendant le week-end et les vacances scolaires, et donc on a constaté qu'il y avait beaucoup de demandes de répit pendant ces périodes. Donc là, il y a également quelque chose à faire. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que mon temps est déjà dépassé, mais sur les séjours de vacances répit, donc nous, ce qu'on a dit, c'est que c'était important de les soutenir, de développer les coopérations entre le secteur touristique et le secteur médico-social qui traditionnellement a notamment développé des séjours de vacances adaptés. Et que voilà, le principal frein au développement de l'offre, il est du côté des coûts. Donc là aussi, il existe des aides financières, mais qui ne sont pas toujours connues ou parfois complexes à mobiliser. Et puis il y a également des freins juridiques qui limitent les coopérations entre tourisme et médico-social, et les agences régionales de santé qui sont, voilà, c'est pas forcément leur champ naturel, soutenir des acteurs du tourisme, donc qui peuvent être réticentes à financer ces séjours. Donc voilà, on fait un certain nombre de préconisations aussi pour développer ces séjours de vacances, notamment en recommandant de renforcer le rôle de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est pour les personnes en situation de handicap un rôle déjà propose une offre qui est assez bien connue des familles, VACAF, qui nous propose de le renforcer. Et puis également de s'appuyer sur l'Agence nationale des chèques vacances, et ça c'est parfois méconnu, mais ils ont une aide, des aides spécifiques donc plutôt pour les personnes âgées, les aidants de personnes âgées, avec des offres de séjour spécifiques. Et là aussi, il nous semblait que c'était un acteur pertinent. Et puis enfin, dernier point, mais qui est important, c'est qu'il existe des aides, notamment sur les champs des prestations PCH et AEH. Donc on préconisait de mieux les faire connaître pour que les personnes puissent les mobiliser, et puis également d'adapter les modalités de traitement pour que les temps de traitement soient cohérents avec les départs en vacances, tout simplement. Si vous devez anticiper 6 mois à l'avance pour partir en vacances, ça peut être compliqué. Alors un dernier point, donc, parce que j'ai parlé quand même à plusieurs reprises du fait que les circuits de financement étaient complexes, et donc c'était souvent un frein. Donc voilà, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des financements possibles, mais qui étaient méconnus ou difficiles à mobiliser, des aides qui n'étaient pas systématiques, notamment quand elles sont proposées par les caisses de sécurité sociale ou les complémentaires. Et puis, donc ça concerne plutôt le relayage à domicile, mais le mécanisme de financement le plus puissant, c'est finalement le crédit d'impôt pour les services à la personne, mais qui, à l'heure, en tout cas, on a écrit le rapport, il n'y avait pas encore d'avance. Ça, c'est aussi un levier pour faciliter sa mobilisation. Donc, nous, les pistes qu'on a, on a d'abord travaillé sur un cadre légal identifié, je dirais, un cadre légal identique, en disant que déjà, dans les prestations existantes, on pourrait mieux identifier des capacités de financer des solutions de répit. Donc il existe, vous le savez peut-être, dans le cadre de l'APA, une enveloppe pour le répit. Donc voilà, on préconise de clarifier ces règles d'emploi. Et on préconisait aussi, côté prestations handicap, de créer un forfait de répit spécifiquement pour pouvoir mobiliser des solutions de répit.
On a imaginé d'autres scénarios, parce qu'il y avait une demande assez forte des associations d'aidants d'avoir une aide qui soit pour l'aidant, pas pour la personne aidée, spécifiquement pour du répit. Alors, c'est pas simple. On a travaillé sur 2 scénarios. Le fait qu'il y ait une allocation répit donc, en espèces, donc c'est-à-dire que vous avez un versement qui vous est fait pour pouvoir donc, faire des solutions de répit, mais enfin, pour pouvoir après financer des solutions de répit, mais on vous verse l'argent, puis après, libre à vous de l'utiliser. Mais ce qui nous semblait être, voilà, compte tenu du nombre d'aidants, on évoquait 9,3 millions d'aidants, si tous les aidants sont éligibles, c'est quand même un budget très significatif et du coup assez peu ciblé en fonction des besoins de répit. Mais ça a l'avantage d'être relativement simple à mettre en œuvre. On a étudié un autre scénario qui nous semblait plus intéressant, mais vraiment plus compliqué à mettre en œuvre, c'est l'idée d'un chèque répit. L'idée que voilà, si vous êtes ciblé comme ayant besoin de répit, vous pouvez avoir un chèque qui vous donne accès à un certain nombre de prestations. Alors ça pourrait être soit de pouvoir accéder à un accueil temporaire, du relayage à domicile, des séjours de vacances répit, ou alors on peut le cibler sur une forme de répit, comme le relayage à domicile. Alors c'est une solution qui est très compliquée à mettre en œuvre. Tous les circuits, enfin, on a regardé ce qui s'était fait côté chèque vacances, côté aussi le pass culturel jeune. Mais l'avantage, c'est que voilà, on peut cibler sur certaines prestations et qu'on pourrait aussi mobiliser d'autres financeurs. Donc j'évoquais tout à l'heure les complémentaires retraite qui souhaitent poursuivre leur mobilisation sur ces sujets. Donc typiquement, ils pourraient, un peu comme pour les CESU préfinancés, où parfois les employeurs peuvent participer, on pourrait imaginer ce même type de dispositif. Voilà, mais on préconisait dans notre rapport d'approfondir ces pistes parce qu'on n'a fait qu'une brève étude. Mais ça nous semble être quand même des scénarios à instruire. Voilà. Si, on peut applaudir, je pense. Simplement juste une petite question, est-ce que le rapport de l'IGAS est consultable facilement? Oui, pardon, je vais dire ça, c'est important, il est public, tout à fait. Donc... Super. Eh bien, merci pour cette présentation assez claire et synthétique de tous les éléments du rapport. Je vais donner la parole à Mesdames Genet et Moussion maintenant pour la DGCS et la présentation à la fois du bilan de la précédente stratégie nationale Agir pour les aidants et à la fois la présentation de la nouvelle stratégie. Alors, notre présentation sera en 2 temps, avec un premier temps plus sur le bilan de la précédente stratégie Agir pour les aidants 2020-2022. Ensuite, on se concentrera plus sur la nouvelle stratégie qui a été annoncée en octobre. Du coup, pour vous dire, peut-être aussi se présenter, donc Oriane Moussion, je suis chargée de mission au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, au bureau qui s'occupe des personnes en situation de handicap, et je m'occupe des questions de répit des aidants de personnes handicapées. Donc je suis là avec Diane Genet, qui a un peu le même poste que moi, mais sur le volant personnes âgées. Donc sans plus de préliminaires, un petit bilan sur la précédente stratégie pour vous dire... Ce bilan, vous pouvez le retrouver en ligne lorsque la nouvelle stratégie a été annoncée, a été publié en même temps le bilan de la précédente stratégie. Donc je vais essayer d'être concise et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller consulter le document, sachant qu'on a mis les liens dans notre présentation pour que vous les retrouviez plus facilement. Donc ça, c'est un focus sur le répit, sachant que c'était un axe de la précédente stratégie, mais qui était beaucoup plus large, qui avait vocation à adresser un certain nombre d'enjeux concernant le parcours des aidants. Sur le répit, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a en tout 62,55 millions d'euros qui avaient été délégués tout au long de la stratégie pour développer une offre de répit. Et peut-être en grands moments qui ont été portés au niveau national, on peut citer le cadre national d'orientation sur les solutions de répit, qui était à destination particulièrement des agences régionales de santé, qui a été très en demande en fait, d'orientation sur la manière d'utiliser les crédits qui leur étaient délégués. Et nous, on a travaillé en lien avec elles sur justement ce CNO en mars 2021. Puis on a abouti à une révision du cahier des charges nationales des plateformes d'accompagnement et de répit, tout d'abord pour revoir leur mission à l'aune notamment de ce qui s'était déroulé dans le cadre de la crise sanitaire,
et également acter leur ouverture au public des personnes en situation de handicap. Et on peut également noter la diffusion des fiches repères sur les solutions de répit à destination des aidants. Donc on a qui sont issus, c'est un travail qui est issu d'un groupe de travail qui a été piloté par la DGCS, mais en lien avec des associations représentantes des aidants, avec la volonté d'avoir un panorama des des solutions de répit qui pouvaient être existantes. Parce que c'est vrai que vous l'avez beaucoup signalé dans la première partie de la matinée, mais il y a vraiment cette question de mais finalement, j'ai besoin de répit, vers quoi je peux me tourner, qu'est-ce qui est accessible. Donc voilà, donc un peu les 3 temps de la précédente stratégie. En fin 2022, alors en parallèle aussi de la mission IGAS qui était sur ce temps, on a lancé une enquête sur la stratégie sur l'axe répit. C'était assez, complémentaire avec le travail de la mission IGAS, que là, l'objectif était vraiment de voir finalement qu'est-ce qui a été mis en place dans le cadre de cette stratégie, comment ont été utilisés les crédits qui ont été délégués aux ARS et qu'est-ce qui pêche encore. Donc on a fait une enquête flash auprès des ARS, donc 14 ont répondu. Alors juste peut-être des petits points d'attention. Comme vous le savez, 2020 c'était une année de crise sanitaire, donc 2020-2021 également. Donc forcément ça a impacté sur la capacité des ARS à déployer une offre médico-sociale. Sur le champ des PFR particulièrement, le cahier des charges donc date de 2021, le nouveau cahier des charges. Donc l'ouverture aux personnes en situation de handicap a été limitée et on est vraiment sur le champ des ECMS tarifés par les ARS. Donc on n'a pas une vision globale sur l'offre de répit qui est aussi à la main des conseils départementaux. Donc très rapidement, sur l'accueil temporaire, on peut constater une augmentation globale du nombre de places installées à la fois sur le champ PA et sur le champ PH, beaucoup plus conséquente sur le champ PA avec 1075 places d'hébergement temporaire, de nouvelles places d'hébergement temporaire et 1780 places d'accueil de jour. Sur le champ PH, on a une offre déjà globale limitée et le nombre de places installées était également limité. Et de manière générale, on a par contre à noter une augmentation du taux d'occupation, ce qui était quand même un sujet qui est souvent revenu parce qu'il y a déjà parfois une question de manque d'offres, mais aussi une sous-utilisation de l'offre. Donc deuxième axe, le renforcement des capacités d'accueil et d'accompagnement des PFR qui sont vraiment un pilier de l'offre de répit. Donc on a une véritable dynamique de déploiement des PFR à la fois à la destination des aidants de personnes âgées et de personnes en situation de handicap sur l'ensemble des territoires. Alors sur les PFR PA, c'était déjà bien installé vu que ça date du plan Alzheimer, mais on a toujours eu une augmentation progressive du nombre de PFR tout au long de la stratégie. Donc on a plus de 2 PFR par département en moyenne à la fin de cette stratégie. Et l'ouverture au champ PH a permis l'installation de 62 PFR destination des aidants de personnes en situation de handicap. Par contre, comme l'a signalé l'IGAS dans sa présentation, on est quand même sur un dispositif qui est principalement financé par les agences régionales de santé. Certains CD apportent des cofinancements, mais comme vous le voyez, donc c'est le deuxième petit graphique, c'est assez minoritaire. Certaines ARS nous ont communiqué des données sur les aidants qui ont été accompagnés par une PFR sur leur territoire. Donc peut-être très rapidement, mais on voit que aujourd'hui, c'est principalement des aidants de personnes âgées ou de personnes avec maladies neurodégénératives qui sont accompagnés. Mais là, du coup, c'était en 2021, donc avant l'ouverture des PFR au champ PH. Et c'était principalement soit les conjoints, soit l'enfant de la personne aidée qui s'était rapproché de la PFR. Et peut-être donc des derniers éléments sur les séjours de vacances répit.
Donc on n'avait pas eu des réponses de l'ensemble des ARS, notamment parce que les séjours de vacances répit, il y a toujours une question un petit peu de définition. Mais pour montrer quand même qu'il y a un certain dynamisme, il y a 181 séjours de vacances répit qui avaient été organisés en 2021, très principalement sur le champ des personnes en situation de handicap. Alors donc, on cherchait un peu aussi des pourquoi plutôt ce champ-là. Il y a le fait que les ESMS enfants sont quand même fermés une partie de l'année. Et puis, il y avait aussi un peu une dynamique nationale à la suite de la publication des lignes directrices sur l'organisation des séjours de vacances répit à la suite du premier confinement en 2020. Donc voilà, très rapidement, mais j'ai été longue, donc je vais laisser la parole à Diane pour la suite. Merci beaucoup. On essaie d'aller vite, donc on passe rapidement, mais vous aurez les supports pour ceux et celles qui souhaiteraient regarder plus attentivement ensuite certains points. La deuxième partie de la présentation s'attache à vous présenter les grands axes de la nouvelle stratégie prévue sur la période 2023-2027, qui a été annoncée récemment par les ministres, avec leur casquette personnes âgées, personnes en situation de handicap, puisque c'est une stratégie interministérielle. Le premier axe répond à des enjeux qui ont été évoqués dans la matinée. Donc, c'est communiquer, repérer, informer. Je passe vite parce que c'est des éléments qui sont maîtrisés par tous, mais vous voyez que la nouvelle stratégie tente d'y répondre. Il y a une ambition d'informer l'ensemble des Français sur l'aidance, que tous les Français sachent qu'est un aidant, quelle tâche, quel devoir il accomplit, qu'est-ce que ça veut dire pour sa vie personnelle et professionnelle. Il y a une deuxième mesure, mieux repérer les aidants, qui va se baser sur plusieurs actions. Mobiliser les dispositifs sociaux et médico-sociaux qui reçoivent les aidants, bien évidemment. Former les professionnels de santé, du médico-social, du sanitaire, de l'ambulatoire, de tous les secteurs. L'ambition est assez énorme sur la notion de formation des professionnels, en s'appuyant sur les recommandations HAS existantes, mais celles à venir également, parce qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis des futures recommandations HAS sur le sujet répit et aidant. On a aussi l'utilisation et le déploiement des actions de repérage telles que les rendez-vous prévention pour repérer davantage les aidants, les aider aussi à réaliser eux-mêmes qu'ils sont aidants et qu'ils ont droit à de l'aide. On a mieux informé les aidants sur les dispositifs à leur attention. Là, on ne l'a pas précisé. C'est vrai qu'on compte sur les PFR pour relayer, on l'a vu ce matin déjà, l'existence de dispositifs et de solutions. On voudrait que le futur SPDA, le service public départemental de l'autonomie, permette aussi de mieux informer les aidants sur ce qui existe. Vous allez me dire, ça fait déjà 2 acteurs d'information. On a dit qu'il y en avait trop ce matin. Peut-être un troisième numérique. On souhaiterait aussi qu'il y ait des sites internet type annuaires nationaux qui existent et qui soient faciles d'accès. Je pense à Ma Boussole Aidant notamment, qu'on souhaiterait vraiment devenir l'outil facile de repérage de l'offre de répit et autres, et de soutien, d'accompagnement disponible territorialement, puisqu'il faut que ce soit des solutions de proximité qui soient proposées. Le deuxième axe, renforcer l'offre et l'accès au répit, voilà, avec des mesures que vous connaissez peut-être déjà, expérimenter la mobilisation des aides existantes. Donc là, c'est un peu l'ambition avec le moins d'envergure de l'IGAS, mais c'est déjà de voir comment est-ce qu'on peut expérimenter la bonne utilisation des aides individuelles existantes. Il y a une expérimentation qui va être menée pour cela. C'est d'abord et mieux mobiliser l'APA, ne serait-ce que ça, le fameux module répit. Pour ceux qui maîtrisent le sujet, il y a déjà certainement à mieux mobiliser les aides existantes. Structurer l'offre de relayage, on l'a dit, une information simplement récente. L'expérimentation va être prorogée d'1 année. Donc les travaux qui visent la généralisation de l'expérimentation qui a été présentée interviendront au cours de l'année prochaine pour une application l'année d'après. Voilà, il y a un décalage d'1 année. Il y a des solutions supplémentaires de répit qui vont être développées. Je passe très très vite. Promouvoir les vacances répit, on l'a aussi cité. Donc je continue vite, très très vite. Sur le répit, on voulait donc faire évoluer, conforter le rôle des PFR. Très rapidement, vous dire qu'on va répondre à la préco d'IGAS de clarifier le socle de mission minimum. Oui, on attend que chaque PFR puisse proposer du temps libéré, de l'accompagnement des aidants, un soutien psychologique, des formations, etc. C'est un point qu'on va repréciser en plus du cahier des charges national.
Structurer le relayage à domicile, on va s'y attaquer, mais c'est un morceau délicat puisqu'il n'y a aucun cadre aujourd'hui existant, juridique ou économique existant. On a rappelé que la politique en faveur des aidants fait l'objet d'une attention très particulière du plus haut niveau de l'État, puisque ça constitue une PPG, politique prioritaire du gouvernement. Donc sachez qu'il y a des grands indicateurs nationaux qui suivent nos réalisations sur les politiques en faveur des aidants. Tout ça pour répondre à la promesse présidentielle de 2 semaines de répit par an à minima. C'est un engagement à minima. On avait prévu un zoom sur le répit, je vais passer très vite. Ça vous rappelle simplement les engagements en termes de capacité complémentaire. Un point sur l'accueil de nuit en EHPAD qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique clairement établi, ni même de modèle financier. On va s'attacher à le définir et on est très conscient, je pense, des travaux à mener sur la revalorisation de l'accueil temporaire, notamment pour mieux financer les transports. Je pense à l'hébergement temporaire pour les personnes âgées, mais aussi mieux tarifer les accueils de jour pour personnes âgées, revoir aussi leur socle mission. Le cadrage, c'est une circulaire de 2011 sur les accueils de jour pour les personnes âgées, donc qui mérite très certainement d'être remis à la page. Sur le handicap, je passe très vite la parole. Oui, donc sur le handicap, objectif de continuer à mailler le territoire avec l'augmentation du nombre de places en accueil temporaire à la fois sur le champ des adultes et le champ des enfants en situation de handicap, donc plus 650 places, et aussi pour répondre à un peu à ce qui a été constaté dans le cadre de la mission avec la demande de répit émanant des parents d'enfants en situation de handicap, la volonté de surfinancer des places existantes d'établissements médico-sociaux pour permettre d'accueillir les enfants pendant les périodes soit de week-end, soit de vacances scolaires. Peut-être aussi un point très très rapide, mais pour dire qu'on travaille en lien avec la CNSA sur la définition de rapport d'activité. Alors c'est pas très fun, mais ça nous permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité sur ce sujet accueil temporaire, plateforme d'accompagnement et de répit sur lequel on a actuellement très peu de données, et pour mieux voir là où ça pêche et là où on a des choses qui fonctionnent. Et notamment, ça permettra de répondre aux travaux sur les PFR à mener. On va vous passer la parole, mais juste pour vous dire, vous retrouvez en dernière partie le 3e axe, et pas des moindres, qui vise le soutien des aidants tout au long de leur vie, avec des mesures qui concernent le quotidien des aidants, prendre en compte, on en a beaucoup parlé ce matin, l'expertise des aidants, donner plus de place à la pérédance et à la reconnaissance de leur expertise. Il y a des actions fortes sur l'accès à mon soutien psy qu'on voudrait se voir généraliser, faciliter pour l'ensemble des aidants. Sécuriser le rôle administratif des aidants aussi par rapport aux protections. C'est très important. On a des actions en faveur des jeunes aidants. Je passe très très vite encore. Et puis... peut-être, moi, j'y tenais aussi sur le repérage des aidants âgés qui présentent des difficultés doubles, puisque eux-mêmes soutiennent des personnes malades et ou en perte d'autonomie fonctionnelle, et rencontrent eux-mêmes parfois ces mêmes pathologies, cette même perte d'autonomie. Donc là, il y a un double défi d'accompagnement de ces aidants âgés qui est pris en compte également dans la nouvelle stratégie. Je suis désolée, je vais passer très vite la fin. Merci beaucoup. On peut applaudir effectivement. Est-ce qu'on prend le temps de quelques questions? Oui. Je voulais simplement vous demander qu'est-ce que vous envisagez de manière peut-être plus spécifique pour les 60 000 malades d'Alzheimer jeunes de moins de 60 ans. Rien, oui. On va réfléchir ensemble. Hein. Oui, voilà, on réfléchira ensemble. Mais merci de poser la question, et on est attentif. Au moins une chose, c'est que la stratégie MND, la nouvelle, qui est en train d'être préparée et travaillée actuellement, prenne bien en compte ces situations particulières, en forme d'accueil temporaire spécifique notamment, adapté. Bonjour, Fabienne Jariot, technicien, coordinatrice de l'aide psychosociale aux aidants. Vous avez parlé ce matin, en effet, d'une problématique et qui ressort aussi cet après-midi, où les aidants leur demandent, avant le répit, et vous l'avez bien dit, c'est de l'accompagnement et du soutien.
Et ce matin, il a été évoqué par rapport à l'étude que les aidants demandaient, en tout cas, des professionnels avec une expertise, une connaissance des aidants. Alors, pour votre information, il existe un DU sur Bordeaux qui s'appelle l'aide psychosociale aux aidants et qui permet à tout professionnel de pouvoir justement avoir, ou en tout cas des connaissances sur les aidants qui sont bien spécifiques à ce public. Peut-être une autre. Oui. Moi, j'ai une petite question rapide, pardon. Je suis Alexandre Brotte, je suis psychologue à l'ESTAI Mutualité, c'est une équipe mobile de soins palliatifs de Bordeaux. Et je fais la conclusion tout à l'heure, mais je vous pose tout de suite la question. Vous nous parlez tous et toutes depuis ce matin des aidants, et c'est très intéressant, mais on voit qu'il y a vraiment des spécificités selon les personnes, on va dire, aidées. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut penser de la même manière entre le proche d'une personne qui est touchée par la maladie d'Alzheimer, une personne qui est le proche d'une personne qui est touchée par de l'autisme, etc. Est-ce que vous avez réfléchi en amont à séparer en différentes catégories, justement, cette grande catégorie, méga catégorie qu'on appelle aidant, ou bien directement on a voulu essayer de penser globalement dans un ensemble? Pas de joker pour répondre, mais je pense que c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire de reconnaître les aidants de personnes âgées en situation de handicap ou malades, et on tend vers ça, parce qu'il faut intégrer aussi les aidants de personnes malades dans nos politiques publiques. Pour autant, c'est aussi de répondre, parce que le répit n'est pas toujours le même, et les attentes, surtout pour les moyens de procurer du répit, effectivement en fonction de la pathologie ou du trouble de la personne aidée, vont beaucoup différer. On l'a beaucoup dit ce matin pour notamment des parents d'enfants avec TSA par exemple, mais c'est aussi le cas pour les personnes âgées touchées par des MND. Donc c'est un difficile équilibre que de construire des mesures qui concernent l'ensemble des aidants, leur donner une place et de la lisibilité aussi, puisque effectivement il n'y a pas, on en a discuté pendant la pause déjeuner avec certains, il n'y a pas de statut de l'aidant propre aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrête là, c'est juste un défi qu'on essaie voilà, de mener. Oui, non, et juste pour dire aussi, on en a bien conscience, et typiquement sur l'éventuelle pérennisation de l'expérimentation issue de la loi ESSOC, il y a cette idée de faire que ce relayage à domicile longue durée soit concentré sur des publics, par exemple, qui en ont véritablement besoin, pour qui le changement de personnel serait perturbé. Donc c'est un peu l'équilibre entre il faut qu'on pense de manière globale, parce que un peu valoriser ce statut d'aidant, etc., et répondre à des problématiques spécifiques. Et ouais, voilà, on n'a pas de réponse non plus, mais je pense que je vais laisser madame. Non, peut-être on n'a juste pas parlé aussi des jeunes aidants, qui sont aussi un public bien particulier. Enfin, on avait vu que la façon de s'adresser à eux doit sans doute être adaptée par rapport aux autres aidants, avec là aussi le besoin encore plus fort, peut-être que pour d'autres publics, de développer la pérédance. Mais je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes deux collègues sur le fait que c'est... À la fois, il y a quand même une revendication assez forte, y compris de la part des associations d'aidants, d'être reconnus en tant qu'aidants, d'avoir ce statut et qu'il émerge au sein de la société. Et en même temps, en tout cas, c'est la revendication des associations qu'on avait rencontrées. Et en même temps, effectivement, des situations qui sont individuelles, qui sont extrêmement variées, et la difficulté d'avoir une seule réponse pour des situations aussi variées. Merci pour la transition, puisque la présentation suivante parlera des jeunes aidants. Avant de vous remercier, je dois dire que je suis quand même assez satisfait de voir que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle plutôt régionale, il y a quand même des constats et des préconisations qui se rejoignent. Alors bien sûr, il y a des spécificités, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a une cohérence quand même, et que donc le penser global, agir local a toutes ses chances de voir le jour. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup.